Alors, quel est l'impact des troubles du sommeil pour la famille? L'impact, il est quand même très important, puisque les parents vont dire que ça les fatigue, dans 50% des cas, que leur enfant il est beaucoup plus irritable, désagréable, grognon quand il a mal dormi. Et puis les parents s'inquiètent. Alors vous verrez, c'est curieux parce que les parents ils s'inquiètent de ces troubles du sommeil dans 40% des cas, et pourtant ils ne font pas grand-chose. Et puis sur la fratrie, il ne faut jamais oublier la fratrie. La fratrie subit les conséquences des troubles du sommeil d'un des enfants. Soit ils dorment mal quand ils sont dans la même chambre, ils sont réveillés par cet enfant qui pleure, soit ils trouvent qu'on s'occupe quand même vraiment trop de cet enfant et qu'eux, ils sont un petit peu négligés parce qu'ils dorment bien, et que finalement, s'ils dormaient mal, ce serait peut-être une façon de rappeler leurs parents à l'ordre. Par contre, l'impact sur la santé, elle est très très faible. Il y en a peu qui se plaignent d'un impact sur la santé. Et il y en a quand même une petite vingtaine, 20% qui trouvent que dans le couple, ça pose problème. Et c'est vrai qu'un enfant qui ne dort pas la nuit, ça pose des vrais problèmes de couple très, très rapidement. 60% des mères ne savent pas du tout pourquoi leur enfant ne dort pas. Enfin, elles se sentent démunies. Et il n'y en a que 25% qui disent « j'ai besoin d'aide ». Alors, je trouve que c'est un peu dommage que, justement, elles essayent de gérer tout seul. Ça va passer, les troubles du sommeil. L'enfant, il va grandir, ça va s'arrêter. Notamment quand il rentre à l'école, en général, ça va beaucoup mieux. Chez les grands, plus de 50% des cas, ils ne savent toujours pas pourquoi. Alors qu'on peut imaginer que le retentissement, elles pourraient parler avec leur enfant des difficultés qu'il peut avoir à l'école. Est-ce qu'il est harcelé? Est-ce qu'il a des mauvaises notes? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que là, le trouble du sommeil leur tombe dessus, alors que quelquefois il suffirait un petit peu d'en parler, d'aller un petit peu plus loin pour que les troubles s'améliorent. Alors, quelle est leur demande de soins? Dans 75% des cas, ils n'ont pas éprouvé le besoin de demander de l'aide pour le sommeil de leur enfant. C'est quelque chose qui est un tout petit peu étonnant. Ils pensent qu'ils peuvent le gérer tout seuls. C'est quelque chose qui s'aggrave énormément actuellement parce qu'avec le web et les possibilités d'Internet, les mamans, au lieu d'aller consulter, vont sur le net. Mais dans le trouble du sommeil de l'enfant, c'est quelque chose d'individuel qui se passe entre les parents et l'enfant. Alors, quelle prise en charge ? Qu'est-ce qu'elles font, les mamans, devant les enfants qui dorment mal? Elles renforcent le rituel. Dans 75%, elles adaptent un petit peu le repas du soir. Elles vont, dans 14% des cas, consulter leur pédiatre ou leur médecin. 13% des cas, elles prennent de l'homéopathie ou de la phytothérapie. L'ostéopathe, à peu près, également. Et puis après, elles demandent assez peu à leur pharmacien, encore que je trouve que c'est faible. Ça, je pense qu'assez souvent, elles vont chez le pharmacien. Plus que ça, elles doivent aller plus que ça chez le pharmacien, lui dire, vous n'avez pas un petit truc bon. Les psychothérapeutes, alors là, c'est tout en bas, là, 2%. Les vrais médicaments, quasiment pas, et ça, c'est bien. Le message est passé. On ne donne pas de médicaments dans le trouble du sommeil de l'enfant. Et puis, dans 20% des cas, elles disent que ça va passer, c'est vrai. Mais c'est peut-être dommage, parce qu'il y a quand même des choses qui sont inscrites dans l'histoire de cet enfant autour des troubles du sommeil. Chez les 3-11 ans, c'est à peu près pareil. Ils leur font faire un peu plus de sport, ils font un peu attention, ils savent maintenant qu'il ne faut pas leur donner du coca le soir. Et puis, ils font encore assez attention à l'âge de l'école primaire. Ils font encore un petit peu attention aux écrans. Je pense que la prise en charge du trouble du sommeil, elle repose vraiment sur le dialogue, parce que qu'est-ce que c'est que le trouble du sommeil? C'est un langage pour l'enfant. Le tout petit, avant 3 ans, il ne parle pas encore. Chez le plus grand, c'est extrêmement difficile pour les enfants de conceptualiser ce qui leur arrive. Donc, il faut arriver à mettre les mots sur leur trouble du sommeil. Il faut réexpliquer les rythmes. Vous voyez cette histoire du McDo là, avec les réveils, quand on l'explique, quelquefois ça va beaucoup mieux parce que les mamans ont compris ce qui se passe. Et c'est important de comprendre la physiologie. Il faut beaucoup écouter les parents et l'enfant. Ça prend du temps.
et puis conseiller. Alors, il ne faut pas traiter de façon allopathique les troubles du sommeil de l'enfant. Ça, je crois que c'est vraiment en dernière extrémité qu'on peut le faire. Mais il faut savoir reconnaître le moment où le trouble du sommeil devient une souffrance. C'est vrai que quelquefois, un enfant qui se réveille 10 fois par nuit, le couple, il se dispute un peu, mais là, ça va le faire exploser. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie que ce couple se détruise complètement? L'enfant, il souffre, il sait que chaque soir, ça va être le drame parce qu'il ne veut pas aller se coucher. Il y a une espèce de cercle vicieux. Je pense que même avec des traitements phytothérapeutiques ou homéopathiques, il faudrait éviter un petit peu l'automédication parce que dans la prise en charge du trouble du sommeil, je crois que les parents ont besoin d'un soutien. Donc on peut être amené à leur conseiller un produit, mais je pense que si c'est un tiers qui le fait, ça va marcher beaucoup mieux parce qu'il y aura eu toute la période de dialogue auparavant. Et puis, il faut vraiment les orienter, si on a l'impression d'un trouble sévère, vers un pédiatre, vers un psychothérapeute. Il ne faut pas avoir peur des psys. Il ne faut pas avoir peur des psys, ça peut vraiment aider.